Deuxième festival du film insolite de Rennes-le-Château, cette année un court-métrage dédié aux secrets de la Bessonnière. On rencontre les deux auteurs. Alors nous sommes en présence de Melcon Ajamian. Bonjour Melcon. Bonjour. Vous êtes reporter, journaliste d'image. Et on rencontre aussi votre comparse Alexandre Rossi et vous êtes auteur. Donc vous avez travaillé à deux sur ce moyen-métrage, on va dire, qui dure 35 minutes. Et donc c'est une première, il a été diffusé le 10 août à Allais-les-Bains, c'est ça? À Quillan. À Quillan, exactement, au cinéma de Quillan. Et donc on va rentrer un peu dans cet univers qui fait l'objet de spéculations. C'est-à-dire comment chacun vous êtes arrivé à vous intéresser à cette histoire. Alors on commence par vous. Eh bien alors moi c'est très particulier parce que c'est, pour être précis, c'est même Alexandre lui-même qui m'a parlé de cette histoire-là, parce que nous on fait très souvent des sortes de conférences de rédaction où on se retrouve, où on travaille un peu sur les prochains sujets sur lesquels on va se pencher. Et comme on est des gens très attirés par le mystère, etc. Donc Alexandre en question a commencé à m'en parler justement de cette affaire de Rennes-le-Château que je ne connaissais pas du tout, et on a commencé à s'y pencher. Alors Alexandre, vous êtes tombé depuis quand dans ce mystère? Alors ça fait un petit moment parce que on se replonge dans le passé. Moi je regardais beaucoup la télé à une époque et RMC Découverte, c'est une chaîne que j'aimais beaucoup et que j'apprécie toujours énormément. Et en fait dessus je regardais déjà à l'époque beaucoup de documentaires en tout genre, et il s'est trouvé qu'un jour il y a eu un documentaire qui parlait de Rennes-le-Château. Alors ce qui était intéressant avec ce format, c'est que c'était un condensé de différents mystères. Donc c'était que quelques minutes, mais ça m'avait marqué à ce moment-là. Et le temps est passé, et puis un jour, comme l'a dit Melcon, on se retrouve, on parle comme ça de sujets à venir, on a différentes idées. Et je lui parle comme ça d'un coup, je lui dis il y a quelque chose en France qui moi m'avait beaucoup marqué, m'avait beaucoup plu à l'époque quand j'étais tombé dessus. Je commence à lui parler de Rennes-le-Château et puis on se penche plus en détail dessus ensuite. Et c'est de là que tout est parti véritablement. Alors comment vous avez travaillé à deux? Il y en a un qui est plus technicien, Melcon, et vous plus sur l'écriture, c'est ça? Exactement. Alors au niveau technique, comment vous avez procédé? Alors au niveau technique, tout le challenge, c'était, donc on a découvert progressivement l'affaire de Rennes, on a vu la densité en fait que représentait l'affaire de Rennes-le-Château. Chaque vidéo sur internet ou des documentaires font plusieurs heures, des livres, plus de 600 livres ont été écrits sur l'affaire, etc. Donc on est vraiment sur une histoire très dense qui n'a pas de réponse. Donc pour nous c'était une montagne un peu à gravir, mais on a quand même décidé, on a fait le choix de réalisation de faire quelque chose d'assez court, de 35 minutes, de condensé, qui pose les bases, qui annonce quand même quelques théories intéressantes qu'on a choisi de mettre en avant, humblement bien évidemment. Et ça a été un choix de faire quelque chose de court, condensé, pour annoncer une suite, surtout une suite d'une potentielle série sur les mystères de l'Aude en partant de Rennes-le-Château. D'accord. Et alors du coup, l'idée d'avoir un voyageur, ça vient de vous, ça, cette idée de créer au début une espèce de... On est dans le noir, il y a l'archétype du chercheur qui arrive. Alors pas de moi directement, c'est ensemble, ouais. Pour la plupart des idées. Voilà, on réfléchit en général, on essaie de se retrouver. C'est très rare de travailler chacun à distance, c'est plus pratique de faire les choses ensemble. On échange les idées, et puis on a ça... Voilà. Mais au final, c'est vous qui écrivez les textes peut-être? Pas forcément. Oui, mais Melcon aussi a travaillé dessus. Voilà, mais c'est sûr que c'est toujours ultra plaisant, je trouve, d'écrire, de manier les mots. Voilà. Et alors du coup, vous avez choisi 4 intervenants, c'est ça? Oui. Hein, oui. Alors peut-être chacun donner un intervenant, et sans spoiler, par exemple le premier intervenant qui apparaît, c'est je crois quelqu'un qui a un restaurant et qui est lié à l'affaire de Rennes. Peut-être le présenter rapidement. C'est ça, donc l'arrière-petit-fils d'Antoine Captier, qui était le carillonneur à l'époque de la Bessonnière. Donc le carillonneur en question aurait trouvé le parchemin qui est actuellement dans le musée de Rennes-le-Château. Il aurait aussi vu la Bessonnière payer les artisans qu'il employait en pièces d'or. Donc ça c'est intéressant, et c'est pour ça qu'on s'est dirigé déjà pour ce premier intervenant vers lui et pas un habitant lambda. Comme ça, lambda. Oui, tout à fait. Alors Morgane qui a toujours le jardin de Marie dans le domaine de la Bessonnière. Ouais.
Voilà. Alors Melkon, vous avez interviewé aussi le maire de Rennes-le-Château. Exactement. Alors pourquoi lui? Et ben parce qu'on ne peut pas passer à Rennes-le-Château sans croiser Alexandre Pinco, et le travail qu'il a fait déjà assez remarquable, je tiens à le souligner, quand même de la restauration et de l'entretien du village qui est quand même à saluer, et du tourisme qui est fait autour, parce que ça reste le tourisme qui fait quand même vivre le village et l'histoire. Très important. Donc nous, on se devait de croiser Alexandre Pinco pour l'interroger, mais surtout parce qu'Alexandre Pinco a été lui témoin de plusieurs événements de la part de chercheurs qui auraient fouillé, fait des trous. On nous a expliqué qu'il y a 4 ans de ça, il y a encore des gens qui étaient venus faire des trous. Ah oui, ça continue, malgré l'interdiction de 65. Malgré l'interdiction de son prédécesseur. Eh oui, donc il a donc bien évidemment c'est le maire de Rennes-le-Château, donc on est bien obligé obligé pas forcément, mais oui. C'est bien de passer par lui, mais parce qu'il a été quand même témoin de choses intéressantes et surtout aussi témoin de la dégradation du diable à l'entrée de l'église qui avait été cassée par une femme un peu... Oui, il témoigne de son intervention directe. Exactement. Totalement. Donc c'était assez intéressant de le voir parce que on considère quand même un maire plutôt de terrain. Donc voilà. Ok. Alors, je passe à vous pour présenter Christian Doumergue, parce que Christian Doumergue, il est un peu incontournable. Du coup, vous aviez lu ses livres pour Oui. Surtout, on s'est penché sur la France codée. Oui. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce que je disais au début, quand j'ai découvert, moi, à l'époque, le sujet de Rennes-le-Château, il y avait déjà Christian Doumergue. Il y avait d'autres intervenants, mais c'est lui qui m'avait marqué. C'est vrai qu'il a un charisme assez naturel, il a une manière de parler tellement fluide, il arrive à capter l'attention. C'était assez évident que ça allait être le choix en matière d'historien. De toute façon, c'est celui qui est le plus calé sur le mystère de Rennes-le-Château, la Bessonnière. Il a fait tellement de choses là-dessus, écrit de nombreux ouvrages, il continue de donner des conférences. Enfin, voilà, notamment à Montaulieu. C'est ça. Voilà. Alors, un autre intervenant, Melkon, Paul Saucès, qui vient de sortir un livre sur la crypte mystérieuse. Peut-être évoquer un petit peu le choix de cet intervenant. La crypte oubliée, alors comment on a connu Paul Saucé ou Paul Saucès? Oui. Je crois que c'est Saucé, je ne sais pas exactement. Mais en fait, c'est donc via aussi Christian Doumergue, et quand on entretient avec Christian Doumergue, on discute de plein de choses. Et notamment un livre aussi avec la France codée, on s'est beaucoup appuyé, c'est aussi Le secret dévoilé de Christian Doumergue, qui revient sur vraiment toute l'histoire de l'affaire de Rennes. Et à l'intérieur, et aussi en discutant avec Christian Doumergue, il nous parle de cet architecte belge Paul Saucé qui a fait une demande à la direction régionale des affaires culturelles de la DRAC pour pouvoir faire des fouilles dans le sous-sol de l'église, parce que ce fameux Paul Saucé aurait vu, avec l'aide du professeur Eisenman, chercheur des manuscrits de la mer morte, la présence d'une crypte sous l'église, cette crypte qui aurait été aussi présente dans les registres paroissiales de l'époque, une crypte qui aurait concerné l'inhumation des châtelains et des châtelains de Rennes-le-Château. Donc pour nous, c'est une preuve quand même assez tangible et assez présente journalistiquement parlant, parce que c'est aussi notre démarche, parce que nous on a vraiment une démarche journalistique, donc on est moins dans le rêve, on est plus dans le terre-à-terre, même si on met quand même des instants de rêve et de théorie à l'intérieur, parce qu'on est quand même à Rennes-le-Château et il le faut, mais on avait besoin justement de ce côté journalistique, recherche, historien, architecte, ces choses-là qui sont quand même des choses concrètes, qui permettent de résoudre l'énigme de Rennes-le-Château, parce qu'elle ne sera pas résolue pour l'instant, mais d'y voir un peu plus clair. Alors du coup, la question que je vais vous poser à tous les deux, prenez 2 minutes pour y répondre, mais peut-être qu'il n'y a pas de réponse, c'est est-ce que ce fameux secret, alors on ne va pas divulgacher la fin de votre documentaire, on voit à la fin une personne qui connaît le secret mais qui ne peut pas en parler. On ne va pas dire qui c'est, mais c'est intéressant cette chute. Alors est-ce que vous, sur ce secret, on commence par vous Alexandre, est-ce que vous avez une hypothèse sur ce secret ou pas? Alors, moi personnellement, j'ai pas d'hypothèse précise, tellement ça part dans tous les sens, tellement voilà, ça peut être une chose comme une autre, sans pareil en dire trop, des choses qui n'ont aucun rapport, qui peuvent être à chaque fois plus ou moins crédibles. Donc moi je me suis pas laissé prendre par une hypothèse, une théorie en particulier. Je préfère vivre la chose avec un peu plus de détachement et j'aime ce côté mystère qui perdure. Donc je serais plus moi pour que ça continue en fait et que
qu'on ne sache jamais véritablement. Voilà. Alors Melkon, vous, une hypothèse ou... Alors moi c'est un peu différent, j'aime bien me laisser croire que la Bessonnière était au-delà. Alors nous j'ai plus une vision assez terre à terre, mais que la Bessonnière était plus une sorte de businessman de l'époque. Ouais. Qui, de par des détournements de fonds, aussi avec son évêque qui le supervisait, qui était un peu pareil, de par même certains, entre guillemets, business que la Bessonnière aurait, qu'on sait qu'il a fait de la publicité pour des liqueurs, on sait qu'il avait plusieurs sources de revenus, c'était quand même quelqu'un, je pense, qui savait quand même gérer son argent. Donc moi, si j'ai une théorie, moi je pense que c'était plus un précurseur des businessmen actuels, on va dire, qui a su bien gérer que ce soit, parce qu'il y a aussi des histoires de trafic de messe, etc., que ce soit ou les trafics de messe, ou alors quelque chose qu'il aurait trouvé, parce que moi je suis convaincu qu'il a trouvé quelque chose lors de ses fouilles, quoi, je ne sais pas, mais enfin, encore une fois, je suis convaincu, je suis personne pour penser ça, mais c'est mon humble avis. Mais en tout cas, comme quoi, je pense que c'était plutôt un bon gestionnaire, je pense, qu'il a su mettre à profit ces choses et trouver sa place, surtout à une époque assez particulière qu'on a tendance à oublier, de la séparation de l'Église et de l'État. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de prêtres de l'époque, qui étaient surtout des prêtres royalistes, donc contre le régime républicain, ont dû se débrouiller, en fait, ou pour préserver leurs biens, ou pour ne pas se les faire spolier et réussir à perdurer. Surtout comme la Bessonnière qui était quelqu'un de très très anti-républicain, très royaliste. Donc c'est ma théorie, un bon businessman ancré dans son époque. Ce serait, voilà. Alors maintenant la question un peu de diffusion, comment les gens qui n'étaient pas au festival peuvent voir le film? Il y a une idée d'une diffusion publique, comment vous gérez la suite? Alors on va donc nous continuer les festivals, je pense, commencer à continuer à diffuser les choses dans les festivals parce que c'est intéressant et on voit qu'il y a du public. Et après nous, à titre personnel, vraiment, ce serait de vendre le sujet en télé à des boîtes de production ou à des diffuseurs directement, et parce que surtout leur proposer une série. Parce que nous, ce qu'on projette, c'est pas juste sur l'affaire de Rennes, mais c'est de continuer sur plusieurs affaires. En ce moment, on ne va pas trop en dire, mais on se penche sur tout ce qui tourne autour de Custosa et Rennes-les-Bains pour continuer à peu près dans le même format le travail. D'accord, donc ça sera à suivre. Alors comment on peut être au courant des aventures de cette série? Alors, elle va avoir un nom, la série, du coup, plus? Comment vous allez... Oui, elle aura un nom, c'est une bonne question. Donc pour l'instant, on attend le premier épisode et quand on aura... Après, on aura décidé. Et tout simplement nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est nos réseaux sociaux où on met beaucoup de contenu de notre travail, etc., qui vont être à suivre. Et bien évidemment, c'est sur ces réseaux-là qu'on préviendra s'il y a de la diffusion. Alors, ces réseaux, c'est avec vos noms et prénoms? Exactement, c'est simple. Voilà. Melkon Ajamian, E-L-K-O-N-A-J-A-M-I-A-N, sur Instagram par exemple. Oui, moi sur Instagram, c'est pas ça. Alors, ça sera pas simple, je vais les... Allez-y, on vous écoute. Pliniziriti, donc S-P-L-I-N-I-T-Z. Ah ouais. I-R-I-T-I. C'est un ça mystère. fait beaucoup ça de... fait beaucoup, là. Ça fait très mystérieux. Mais je pense que je vais pas le changer. Je l'ai changé à plusieurs moments. J'aurais bien mis mon nom, mais des Rossi, évidemment, il y en a un certain nombre, donc c'était déjà pris. C'est pas pour mettre des tas de numéros derrière, les gens ne s'y retrouvent plus. Donc au moins avec ça, on est sûr de tomber. De toute façon, il y a Alexandre et puis. Sinon, vous passez par Melkon directement, cherchez dans les abonnés, abonnements. Oui, du coup, on trouvera le lien. Et bien écoutez, bon courage parce que vous êtes lancé dans une longue aventure. Il y a beaucoup de gens qui cherchent encore. Exactement. Et est-ce que c'est important de trouver? Donc à suivre. Voilà, c'était effectivement deux jeunes qui se lancent dans le mystère de Rennes-le-Château. Alexandre Rossi au scénario et à la technique et aussi à l'écriture. Melkon Ajamian. 11e festival du film insolite de Rennes-le-Château, le secret de la Bessonnière qui n'est pas prêt d'être révélé encore. Messieurs, merci. Merci à vous. Merci.